Bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. On est ravis une nouvelle fois que vous nous suiviez pour voilà, ces échanges qu'on peut avoir, des échanges francs et directs avec l'ensemble des gérants de la place. Et aujourd'hui, on a la chance d'être à Station 45. Station 45, c'est le siège social, j'allais dire, c'est un peu le centre de décision de la société de gestion Novaxia Investissement. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec voilà, plusieurs intervenants que je vais vous laisser vous présenter, messieurs, avant qu'on démarre cet échange de ce jour. Allez, Paul-Émile, je te laisse présenter. Bonjour à toutes et à tous, Paul Émitier, je suis responsable de partenariat chez Novaxia Investissement. Merci Jonathan pour l'invitation. Victor Rayo, responsable du développement du groupe Novaxia, et en particulier de l'ISR pour la société de gestion. ISR, ça veut dire quoi? Investissement socialement responsable. Bon, on va essayer d'être le plus pédagogue possible aujourd'hui pour nos épargnants. Et Arnaud, bonjour. Bonjour, et du coup Arnaud, directeur des investissements, notamment pour Novaxia Néo. Novaxia Néo, eh bien super. Alors avant de commencer un peu voilà, de parler des investissements, parce qu'on a bien compris que le titre est assez clair, profiter du momentum de marché, ce serait peut-être pas mal qu'on puisse avoir un petit focus, Paul-Émile, sur voilà, cette SCPI Novaxia Néo qu'on présente plus. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette SCPI? Ouais, alors juste avant de rentrer dans le détail de la SCPI, peut-être reparler de Novaxia Investissement. En quelques mots, Novaxia Investissement, c'est la société de gestion agréée par l'AMF qui gère et conçoit des véhicules ouverts à l'épargne publique. Donc, on est une société de gestion depuis 2014 et on appartient au groupe Novaxia qui est aussi sa branche Novaxia Développement qui est la maîtrise d'ouvrage déléguée au sein du groupe Novaxia. Donc, aujourd'hui, on a une gamme de 3 fonds ouverts qui sont commercialisés, ouverts au grand public, dont la SCPI Novaxia Néo, dans lequel on va rentrer un petit peu plus en détail. Un point important, le groupe Novaxia, c'est la première société entreprise à mission du secteur de l'immobilier. Donc, on a pris plusieurs engagements forts d'un point de vue extra-financier. Et parmi un de nos engagements, c'est que toute notre gamme aujourd'hui, elle est labellisée ISR. On a très brièvement parlé au début. Et également article 9 au sens de la réglementation SFDR. On pourra peut-être y revenir après, notamment avec Victor, parce que c'est beaucoup de termes barbares, mais il y a énormément d'actions concrètes derrière qui sont réalisées au sein de la SCPI et qui parleront certainement aux épargnants. Des actions de bon sens. Des actions de bon sens pour, et c'est ce qu'on aime dire, concilier à la fois le sens et la rentabilité. C'est vraiment ça, nous, notre mission chez Novaxia Investissement. Je crois que vous dites mettre à profit son épargne. Et on dit même mettre le sens à profit. Ouais. Mettre le sens à profit, c'est encore plus fort que mettre à profit son épargne. La SCPI Novaxia Néo, c'est marrant, la baseline est marquée première SCPI de la nouvelle génération. Ça veut dire quoi, nouvelle génération? Alors, nouvelle génération, c'est une SCPI qui a été lancée en juin 2019. Une nouvelle génération parce qu'elle était assez innovante. Déjà, sur un point, c'est sa structure de frais qui est assez différente des SCPI traditionnelles. Une SCPI classique a en moyenne 10% de frais d'entrée, de commission de souscription et en moyenne 10% de frais de gestion. Nous, on a fait un choix, un pari assez fort, c'est de ne pas mettre de frais de souscription à l'entrée. C'est-à-dire que lorsque un investisseur va placer 100 €, ce n'est pas vraiment 100 € qui vont être réinvestis, utilisés pour aller acheter de l'immobilier, puisqu'il y a une petite commission d'acquisition, mais c'est 97 €. Là où une SCPI traditionnelle, si elle met 100 € et qu'il y a 10% de commission de souscription, il n'y a que 90 € qui vont travailler pour de l'immobilier. Donc, pour nous, c'est un moyen d'acheter plus d'immobilier. On ne dit pas qu'un modèle est mieux ou moins bien que l'autre. C'est juste une façon différente de structurer la SCPI. Ça, c'est un point fort sur cet aspect que tu as cité, la nouvelle génération. On était aussi la première SCPI, une des premières SCPI labellisée ISR sur le marché. On a été lancé en 2019. Aujourd'hui, on commence à avoir un track record assez important. On va rentrer dans la 5e année, la 6e année d'historique du véhicule. Et c'est une SCPI aujourd'hui qui a bien trouvé son marché et qui a un objectif de distribution de plus de 6%. Alors évidemment, c'est un objectif qui est non garanti et on le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais aujourd'hui,
on rentre dans une année où potentiellement, ce serait la 5e année consécutive pour Novaxia Neo à distribuer plus de 6% dans le marché des SCPI. Donc, une des rares SCPI à présenter un tel track record. Et alors, on parle beaucoup de taux de rendement interne. Rappelons-le, peut-être pour les épargnants, le taux de rendement interne, c'est finalement l'opération, c'est le rendement de toute son opération du début jusqu'à la fin en investissant et en sortant et en intégrant la revalorisation et la distribution. Là, ce qu'on voit, c'est que le TRI entre 2000, finalement, un TRI sur un peu plus de 5 ans et un trimestre, il est à 7,51. Oui, alors c'est vrai que sur 5 années, c'est un des meilleurs TRI du marché. Évidemment, on ne va pas regarder que sur 5 années parce que la durée de détention recommandée du produit est 10 ans. L'immobilier de la SCPI, c'est du temps long, c'est travailler les objets immobiliers. Donc, évidemment, il faut regarder beaucoup plus loin. Mais c'est vrai, et c'est aussi un des effets du fait qu'on n'ait pas de commission de souscription, c'est qu'on a ce TRI qui est extrêmement bon comparativement à d'autres SCPI avec frais, en tout cas sur 5 années de distribution. On a un objectif de TRI ou pas? On n'a pas d'objectif de TRI aujourd'hui, l'objectif est sur le taux de distribution, au-delà des 6%. Ok, très clair. Pour rentrer peut-être, qu'est-ce qu'on a dans cette SCPI? Pour savoir un peu, on est quoi? On est sur une thématique spécifique, on est diversifié, Alors, on a fait le choix de ne pas avoir de thématique. On a fait le choix d'être opportuniste et diversifié sur nos acquisitions. Diversifié, on le voit à 2 niveaux. Déjà sur la typologie des actifs que l'on va acheter, que l'on va sourcer. On va regarder énormément de typologies d'actifs différentes, que ce soit du bureau, des locaux d'activité, de l'hôtellerie, pourquoi pas de l'enseignement supérieur privé. Ça, c'est le premier point fort au niveau de notre stratégie d'acquisition, c'est d'être diversifié sectoriellement. Et la deuxième diversification, c'est la diversification géographique. Aujourd'hui, on est implanté dans 5 pays à travers l'Europe. Hein. Notre terrain de jeu, ce sont les pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui, 5 pays que l'on couvre, majoritairement la France. On a un petit peu plus de la moitié du patrimoine en France, mais on a aussi dans 4 pays du patrimoine, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Irlande. Donc on va vraiment aller capter là où il y a des opportunités qui nous paraissent logiques. On peut aller créer de la valeur dans ces pays-là. Donc, nous, on n'a pas de thématique, on n'a pas de dogme particulier. C'est vraiment une stratégie opportuniste que l'on va développer sur la SCPI. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un petit graphique hyper intéressant, là, ce que vous voyez, messieurs, dames, sur la nature des activités des locataires de Novaxia Neo. C'est-à-dire parce qu'on parle souvent de la diversification géographique, typologique des actifs. C'est aussi important d'être diversifié sur les typologies des locataires, finalement. Évidemment, là, on parle beaucoup des actifs. Lorsqu'on analyse un actif, on va regarder le locataire, puisque c'est lui qui nous paye les loyers, et c'est ces loyers qu'on redistribue sous forme de dividendes aux associés. Donc, c'est extrêmement important, évidemment, d'aller regarder la solvabilité de nos locataires, mais regarder de quel secteur ils évoluent. Là, on voit sur le graphique que vous avez sous les yeux, on a des locataires qui sont des filiales de grands groupes du CAC 40. On a aussi des administrations publiques. On a des ambassades au sein du portefeuille. On a des entreprises secteur du BTP, de l'automobile. Donc, c'est extrêmement varié et c'est encore peut-être un autre niveau de diversification de regarder ces locataires qu'on a au sein du portefeuille. Voilà, et nous, en tant qu'experts de la SCPI au sein de Meilleur SCPI, c'est important de vous dire que rares sont les sociétés de gestion qui communiquent sur la diversification du locataire. Dans les bulletins trimestriels que vous pouvez retrouver chaque trimestre, toutes les SCPI ne sont pas aussi transparentes sur ce point-là. Allez, on parle de quelques actifs qui sont dans le portefeuille de Novaxia Neo. Est-ce qu'il y a des choses… Oui, là, on voit finalement, il y a du bureau, il y a de l'enseignement, du light industrial. De l'hôtellerie à Brême, à Brême, un des premiers actifs qu'on avait acheté, c'était un actif hôtelier. Donc ça fait partie totalement de la stratégie et Arnaud en parlera après. On continue à acheter de l'hôtellerie parce qu'il y a des vraies opportunités sur ce marché. Et vous avez acheté aussi un actif de life science, de ce que je vois, bureau et laboratoire. Oui, un actif mix, ça reprend une petite partie aussi du portefeuille. Donc là, on voit vraiment avec tous ces exemples qu'on va sur tout type d'actifs. Donc ça nous paraît logique dans cette stratégie d'aller créer de la valeur.
On va passer un peu comment dire, la partie peut-être un peu, j'allais dire, un peu investissement, etc. Et puis et voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc Arnaud, c'est toi qui est en charge des investissements. C'est toi qui sillonne du coup un peu comment dire, ce marché immobilier en Europe. Oui, tout à fait. Avec l'équipe, on a un rayonnement international principalement dans les 5 pays évoqués tout à l'heure, et on est en veille sur d'autres pays qu'on aimerait bien ouvrir. Et après, on peut faire un focus effectivement peut-être sur le marché, ouais. Sur le marché, c'est quoi ton ressenti un peu là sur les j'allais dire sur les quelques derniers mois, time to market ou pas? Time to market, je pense que le marché est vraiment en train de rebondir. Donc, le time to market, mais il faut se dépêcher. Y aller, ouais. Ouais. Faut y aller. On le voit parce que nous on remet énormément de LOI. Alors les LOI, peut-être juste préciser parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Lettre d'offre d'acquisition. Voilà. Donc ça veut dire voilà. Letter of intent, ouais. En anglais. Donc c'est des offres d'acquisition. Et le marché est compétitif quand le produit est qualitatif et qu'il y a de la performance associée. Il y a du monde. Donc c'est l'enjeu aussi de sourcer les bons dossiers et de savoir aussi s'entourer. Donc nous, à l'international, on s'entoure de partenaires qui nous sourcent les dossiers, les meilleurs dossiers qui ne sont pas forcément identifiables sur le marché ou présentés par des agents immobiliers, entre guillemets. Donc, vous avez des bons partenaires locaux qui vous permettent d'acheter dans des bonnes conditions. Vous les avez bien essorés, audités pour pouvoir bien acheter. Exactement. En fait, on essaie de fidéliser des partenaires depuis la création de la SCPI pour avoir des relais dans les différents pays qui identifient les belles opportunités pour nous. On voit là sur cette slide que les investissements, comme tu l'évoquais, des investissements en hausse dans la plupart des pays. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, ça y est, c'est en train de rebondir, mais pas complètement parce qu'il y a quand même un peu une zone d'un peu, on va dire, tampon, Trump, l'Europe, le marché qui est quand même compliqué pour les entreprises. Il reste quand même une fenêtre de tir. Bien évidemment qu'il reste une fenêtre de tir. On sent que ça a refrémi. Les statistiques le montrent. Ouais. Je pense qu'on a touché potentiellement un combat à mi-année. Et là, les stats montrent que globalement, le volume transacté en 2023 sur l'année versus le volume transacté en Europe sur 2024 sera supérieur à celui de 2023. Donc, on sent le marché qui rebondit. Maintenant, il y a encore de belles opportunités à saisir. Et pourquoi par exemple, un vendeur, il a plus intérêt à vendre un actif immobilier, une SCPI comme Novaxia Neo, plutôt qu'un autre investisseur? Alors, Novaxia Neo, je pense qu'on a un track record et on a un véhicule qui fait quasiment 500 millions d'euros de capitalisation. Donc, c'est rassurant d'avoir un interlocuteur comme la SCPI Neo en face de soi quand on est vendeur. Quand on est vendeur, ce qu'on veut, c'est un acquéreur qui exécute le deal dans les meilleurs délais. Et donc, on a un mécanisme et un process d'investissement qui est rodé. Donc, dès lors que notre offre est acceptée, on rentre sous ce qu'on appelle en exclusivité. Ensuite, on mène des due diligence qui soient légales, techniques, administratives. Environnementales aussi. Et environnementales, bien évidemment, pour acter le dossier le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point. Et on a la capacité, grâce à la collecte, de ne pas avoir de conditions de financement. Donc, ça veut dire que concrètement, j'ai un actif à vendre, tu arrives, tu me fais une offre sans condition suspensive de financement, c'est ça? Majoritairement, oui. Donc, ça veut dire quelque part, c'est plus sécurisant pour un vendeur. Il y a globalement la garantie d'exécution, il n'est pas soumis à un aléa sur le financement qui est émis par un tiers, donc ce tiers étant les banques. Donc, du coup, ça permet de négocier peut-être un peu plus le prix. On a un profil rassurant et ce qui nous permet effectivement de mieux négocier. Bon, juste, messieurs, mesdames, l'idée, c'était d'être un peu pédagogue, mais voilà, c'est la logique de ce qu'on appelle dans le jargon equity player, mais c'est important de bien comprendre parce qu'en fait, un equity player, celui qui achète cash sans condition suspensive de financement, il est dans une situation qui est bien évidemment meilleure que les autres. On va regarder peut-être le marché de l'Allemagne et de l'Espagne. Là, tu as mis deux feux verts, parce qu'en fait, le marché est en train de reprendre là, en Allemagne, là, et là, ça a été très dégradé, en fait, c'est ça? Oui, alors l'Allemagne, c'est un pays, on est aujourd'hui assez sous-représenté dans le portefeuille parce que c'est un des marchés tertiaires les plus significatifs en Europe, mais qui a été très chahuté ces derniers temps.
Et donc, c'est un marché où on avait des difficultés, nous, à rentrer les années précédentes, parce que la SCPI Néo, comme on l'a vu, le taux de distribution est supérieur à 6% depuis sa création. Et en fait, c'est des pays où le 6%, il était quasi inexistant ces dernières années. Le marché étant chahuté, ça nous a créé des opportunités pour aller sur un marché de référence. Et donc, il est en train de rebondir, ce marché, mais on voit qu'on est encore très en deçà de la moyenne décennale des volumes transactés. La ligne jaune sur le graphique, on est quasiment un petit peu plus de 50% des volumes transactés ces 10 dernières années. Donc, quand on voit les journalistes qui disent c'est la fin du marché allemand, etc., en fait, finalement, il faut investir quand les histogrammes sont très, très bas, parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'il ne se passe plus rien. Voilà, il y a moins de pure players. Et comme on disait, nous, on n'a pas de conditions de financement. Et donc, c'est là où, finalement, on peut aller faire notre marché sur un marché de référence. Et on voit que ça rebondit, puisqu'on voit juste en dessous, on devrait atterrir en fin d'année. On va atterrir à peu près à 26 milliards sur ce pays en termes de volume transacté. Et on voit que la moyenne, c'est presque 40, c'est ça, 38. Ouais, on est quasiment à. Ouais, c'est ça. Donc, on sera en dessous, mais on sent que ça rebondit, puisqu'on voit à 9 mois, là, glissant entre 2023 et 2024. Et finalement, en 2024, on est à 17,9 milliards. Là, on était à 15,6 milliards. Et alors, peut-être, du coup, on va en profiter, on va avancer. Deux acquisitions récentes qui peuvent peut-être un peu illustrer justement ce marché allemand. Tu es arrivé à saisir des opportunités finalement en 2024 sur ce marché-là. Et c'est votre première acquisition en Allemagne, du coup? Non, c'est notre deuxième acquisition. La première, c'était à Brême il y a quelques années. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la deuxième acquisition. Et là, vous avez un super rendement. Comment tu es arrivé le deal, en fait? Ça, c'est un travail de longue haleine, hein, puisque, comme je disais, on travaille avec des partenaires qui ont sourcé cette opportunité-là. Et donc, étant donné qu'on étudie énormément de dossiers chaque semaine, globalement, on a vu que les indicateurs étaient bons. C'est un dossier qu'on a creusé. On a remis une lettre assez rapidement, une lettre d'intention assez rapidement. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que c'était un privé qui détenait cet actif. Et donc, pas forcément les mêmes références que nous. C'est plus simple d'acheter un institutionnel qui a les codes de l'immobilier. Là, c'est une personne qui est plutôt à l'aise financièrement et pas simple dans la négociation, quoi. Voilà. Bon, mais tu y es arrivé. Mais on est arrivé, donc on est très content, puisque c'est l'Allemagne, donc un pays de référence en immobilier. On joue la diversification avec de l'hôtellerie. C'est important pour nous. L'hôtellerie, ce qu'on aime bien dans l'hôtellerie, c'est qu'il y a une notion de fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il y a l'immobilier, mais le locataire, lui, c'est son fonds de commerce, en fait. Donc, si demain, il devait nous rendre les clés, il perd son fonds de commerce. Donc, c'est un locataire que nous, on appelle très captif. Et donc, on considère qu'il sera là pour des générations futures. C'est pour ça qu'on aime bien cette classe d'actifs et qu'on essaie qu'elle soit beaucoup plus représentative dans le portefeuille. Et puis, ensuite, on a une WALB longue. Donc, peut-être, désolé. C'est une garantie des flux financiers de loyer pendant 15 ans. Et donc, c'est super pour une SCPI. Donc, ça veut dire que le locataire, il s'est engagé sur plus de 15 ans. Et donc, il a vu qu'il a un engagement de plus de 15 ans, ce qu'on appelle un bail ferme. Il n'a pas la possibilité de sortie pendant les 15 prochaines années. Sauf s'il venait à faire faillite. Mais je veux dire, en tout cas, ça permet quand même d'avoir une très, très bonne visibilité à la fois pour lui, parce qu'il a besoin de rester captif. Pour son fonds de commerce, c'est super pour lui et c'est super pour nous pour avoir une garantie de loyer. Et pour l'épargnant, du coup, d'abord se dire, finalement, c'est un vrai engagement. Il y a un autre actif que vous avez acquis en Espagne. Alors, l'Espagne, il y a certaines personnes, beaucoup de personnes qui disent que l'Espagne va avoir une augmentation du PIB, une des plus fortes d'Europe, en 2024. Clairement, on voit plein de SCPI aller se positionner aussi en Espagne. Là, c'est quoi comme type d'actif que vous avez acheté et quel est un peu le storytelling sur cet actif? Alors, c'est un actif. Alors, déjà sur le marché espagnol, là, on voit que la France est en dessous de la moyenne décennale de l'ordre de 50%. L'Espagne, on est à la moyenne décennale, à la fois en 2023 et à la moyenne 2024. Donc, c'est un marché très solide et très robuste. Et donc, c'est un marché qui c'est aussi difficile de saisir des opportunités parce que le marché n'a pas corrigé comme dans les autres pays européens. En l'occurrence, là, nous, on appelle ça un sell and leaseback. Finalement, c'est le propriétaire qui occupait l'immeuble, qui nous a vendu l'immeuble et qui reste locataire dedans. Et on est sur Valence, sur une classe d'actifs light industrial. Alors, je dis Valence, on a vu Valence dans la presse,
Mais là, on est à 15 km dans le secteur d'activité de Paternà, on est à 15 km du centre de Valence et du bord de mer. Et en fait, ça n'a pas été du tout touché par les inondations à cet endroit-là. Donc, l'actif, il est dans le même état que lorsqu'on l'a acheté. C'est vraiment la périphérie et les régions qui ont été touchées par les inondations. Mais là, on est sur du light industrial avec un locataire qui reste 12 ans ferme. Donc, c'est un bail qui a été signé concomitamment à l'acte d'acquisition et sur un taux où on surperforme les valeurs prime et les valeurs moyennes en taux de rendement. Ouais, mais donc ça veut dire qu'on a quelque part une très bonne diversification. Et en fait, ce qu'on a l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, à chaque opportunité, c'est vraiment pas la nature de l'actif qui vous donne la décision d'investissement, c'est vraiment l'opportunité qui vous fait investir dans tel type d'actifs, que ce soit de l'hôtellerie, du light industrial, du bureau pourquoi pas, etc. C'est dans votre ADN, ce fonctionnement? Alors, on a toujours une approche opportuniste et création de valeur et performance pour nos investisseurs. Et là, en l'occurrence, il y avait plusieurs indicateurs qui montraient que l'investissement était favorable. Et sur sur le côté un peu création de valeur, est-ce que tu as un petit mot à nous dire un peu sur cette logique de création? Comment vous créez la valeur chez Novaxia? Alors, il y a plusieurs typologies de création de valeur. En l'occurrence, si on prend cet actif de Valence, globalement, on est dans une zone où le taux de vacances est quasiment nul. Ouais. Donc, on a déjà un locataire sur 12 ans. On considère qu'on a un momentum de marché où les taux sont hauts et que les taux devraient se compresser. Donc, déjà, il y a une création de valeur naturelle qui est la compression du taux sur un actif résilient avec peu de vacances et une voile de longue. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on investit toujours dans des secteurs d'activité et des environnements où il y a une valeur foncière. Et donc, on a plusieurs raisonnements. C'est de dire, on a un actif de qualité avec un locataire et une voile de long. On essaie de fidéliser notre locataire. Si jamais on n'arrivait pas à fidéliser notre locataire, c'est de se dire, vu qu'on est sur un marché de référence, on va trouver d'autres locataires puisque l'actif fait sens. Et si jamais le plan B ne marchait pas, on a encore le plan C, de se dire, on est dans un environnement où le foncier a une valeur résiduelle et on pourra imaginer peut-être une autre classe d'actifs sur ce sujet. Je prends du bureau que je peux transformer, je sais pas, en co-living, je prends du bureau que je peux transformer en hôtellerie. en hôtellerie. Là, c'est un business plan de promotion, puisque Novaxia, c'est Novaxia Investissement, mais c'est aussi à côté notre cousin qui est Novaxia Développement, qui est plutôt le promoteur interne, qui fait de la maîtrise d'ouvrage déléguée, que ce soit pour sa cousine Novaxia Investissement ou pour des clients extérieurs. Et donc, on a cette culture de la promotion et de la valorisation foncière. Et donc, Et alors, quand tu dis culture, pour bien expliquer, parce que moi, je vois un peu derrière tes mots ce que tu veux dire, mais ça veut dire quoi de façon concrète, une culture de développeur? Alors, il y a les sociétés de gestion classiques, comme nos confrères, qui collectent de l'argent et qui l'investissent. Et donc, nous, on a ce bras armé en interne, mais aussi on a le deuxième bras armé de la culture de la promotion. Et donc, qu'est-ce que c'est la culture de la promotion? Globalement, c'est des équipes opérationnelles qui, au quotidien, dialoguent avec des collectivités, déposent des permis de construire, obtiennent ces permis de construire pour faire du logement, de l'hôtellerie, du co-living. Que ce soit finalement sur des terrains qui sont pas construits ou sur des actifs à reconstruire, etc. Exactement. Soit sur des terrains vierges, soit sur des actifs à réhabiliter ou à transformer. On garde le bâti et la coque. Et potentiellement, on crée de la constructivité, plus de mètres carrés pour essayer de créer de la valeur et plus de performance pour nos investisseurs. Et donc, ensuite, on réalise les travaux et on vend ces actifs. Donc, une opération de promotion classique, comme vous, quand vous pourriez acheter un appartement neuf dans un programme, on pourrait être le promoteur via d'autres entités de ces opérations. Donc, quelque part, ça, c'est vraiment on va dire un peu la spéciale sauce de Novaxia, investissement / Novaxia développement, parce que quelque part, cette compétence que vous avez, elle va permettre de pas forcément le réaliser sur l'actif, mais au moins d'avoir la vision de se dire potentiellement un jour, si le locataire partait, alors qu'on essaie de faire en sorte le mieux possible qu'il soit bien chez lui, là, on aura une solution potentielle. Oui, exactement. On résume en disant un actif, deux visions. La vision court terme, budget du rendement, et la vision création de valeur. Je pense que c'est très important, désolé de faire une petite pause là-dessus, mais c'est très important d'avoir les actifs, le marché de l'immobilier évolue, les usages évoluent, et c'est très important d'être connecté finalement aux derniers usages. Et pour être connecté aux derniers usages, il faut être connecté finalement
en tant que promoteur. C'est les promoteurs qui arrivent un peu à dessiner les besoins et les envies, en tout cas qui répondent le plus possible aux besoins et les envies des utilisateurs. On va passer sur la partie ESG parce que tout va très vite. Désolé, merci beaucoup Arnaud. Victor, là on va parler de la gestion immobilière durable. Ouais, c'est un vaste sujet. Alors, on a parlé du ISR, le label ISR, investissement socialement responsable. C'est quoi un peu en one minute pitch d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le label ISR? Le label ISR, pour que les gens se comprennent, c'est de la bonne gestion. C'est ni plus ni moins que de la bonne gestion. C'est de la gestion pragmatique et où une entreprise, donc une société de gestion de investissement, va regarder à 360 degrés quand on fait une acquisition, quand on gère un immeuble, tous les indicateurs qu'on doit regarder pour s'assurer que le locataire reste, qu'on va pouvoir relouer, qu'on va pouvoir créer de la valeur financière. Quand je dis ça, c'est un peu des grands mots, mais c'est aussi simple que l'exemple que je vais vous présenter juste après, qui est d'essayer d'aider un locataire à réduire ses consommations énergétiques pour réduire ses charges et aussi réduire son empreinte carbone. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas votre travail. Mais en fait, si, c'est aussi notre travail. À savoir que entre 20 et 25% de la consommation énergétique d'un bâtiment provient du mauvais usage du locataire. Entre combien? Entre 20 et 25%. 20 et 25%. Donc, c'est-à-dire quand on parle du décret tertiaire, je dois réduire de 40% les consommations énergétiques de mon bâtiment, il y a quasiment un tiers, voire la moitié du chemin, qui peut être fait sans CAPEX. Oui, donc les 100 CAPEX et sans travaux. Donc, c'est juste quelque part en aidant les utilisateurs des bâtiments à changer un peu leur comportement, utilisation des bâtiments. Et pour le mieux comprendre, tout simplement. Donc, si tu veux, on peut rentrer dans les donc, propose. Du coup, ce graphique, qu'est-ce qui montre? Là, je vous situe. Déjà, vous êtes à Boulogne-Billancourt, dans un bâtiment de bureau tout à fait classique. Et là, vous avez une courbe, c'est la consommation de gaz, donc le chauffage. Tout simplement, c'est le chauffage du bâtiment. Et là, tu peux regarder la semaine. On était l'année dernière, juste avant Noël. Et il n'y a pas un truc qui te choque dans cette courbe? Ça veut dire que toute la semaine avant Noël, qui devait être des bureaux fermés, on a chauffé, c'est ça? Là, vous êtes ouvert. Ah, là, on est ouvert. Là, tu es ouvert. Qu'est-ce qui me choque? Ah, bah si, oui, ce qui me choque, c'est que le 24, le 25, on a chauffé. On a chauffé le dimanche. Ah, et donc vous voyez, messieurs, dames, la partie là. Ouais. Et si tu regardes un peu, bon, je vais t'aider. Je trouve pas qu'elle est bizarre, cette courbe le dimanche. Elle continue, et elle continue jusqu'au lundi. D'accord. Donc, nous, on a vu ça. Donc, en fait, comment on fait pour voir ça? Déjà, on met des capteurs un peu partout dans nos bâtiments. Oui, c'est ça. C'est que parce que pour avoir cette courbe-là, il faut que tu aies un peu tes capteurs connectés en Wi-Fi qui permettent d'avoir ça remonte. Et tout ça, ça remonte dans chez vous. Oui, chez nous. Donc, tu as une sorte de super tableau de bord où, en gros, tu as ta consommation pour à peu près tous tes immeubles. Exactement. Et l'idée, c'est qu'après, nous, avec notre prestataire, on travaille avec Spot en partenariat sur ce sujet, on va voir le locataire, on lui dit, mais monsieur le locataire, c'est un peu bizarre que vous chauffiez le dimanche. Donc lui, il nous explique, moi j'ai un besoin en tant que locataire, à 9 h le lundi, il doit faire 21 degrés dans mon établissement. On dit, mais ok, mais alors pourquoi vous chauffez le dimanche à 9 h du mat jusqu'à lundi 22 h, 21 h? Et on dit, oh, je sais pas. Et en fait, en creusant, on comprend que c'est le mainteneur, par souci de se simplifier la vie, il est arrivé, il a allumé le chauffage le dimanche, je réponds aux besoins de mon locataire, à 9 h il fait bon, et je ne me pose pas la question. Là, si tu passes à la slide après, donc je leur dis, mais c'est pas possible. Là, vous avez trop d'économies à faire pour rester comme ça. Et en fait, donc, on leur a proposé, entre deux, demandez au mainteneur de venir le matin à 5 h, un peu plus tôt. Il chauffe, pareil, même consommation. Et en fait, on va lui faire gagner 15% de consommation de gaz. Donc là, on va avoir le locataire, en fait, mais là, tu as 5 000 € par an à économiser, soit 6 tonnes de CO2. Donc lui, selon l'appétence du locataire, si c'est un gros locataire du CAC 40, c'est très important parce que c'est important de le rappeler. Je veux dire, il n'y a pas que les gérants de SCPI qui souhaitent améliorer les bâtiments d'un point de vue énergétique. Il y a aussi les entreprises qui sont des entreprises cotées avec des engagements, j'allais dire, RSE très forts. Alors, RSE, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est responsabilité sociale des entreprises, voilà, qui est très fort. Et donc, du coup, en fait, finalement, ça vient des deux côtés. Et les deux côtés arrivent à se réunir pour améliorer d'un point de vue énergétique la consommation. Là, vous avez les 3 KPI qu'on aime bien, hein, c'est consommation de gaz, consommation d'énergie baissée, des gains en charge et des gains en CO2. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on améliore la relation avec le locataire. En tout cas, on lui apporte une valeur. Une valeur extra-financière qui après peut être utile pour les équipes d'Arnaud, pour relouer, pour améliorer peut-être même le loyer, parce qu'on a baissé les charges. Et ça on peut, j'allais dire, moi je suis épargnant,
il se trouve que j'ai des parts de SCPI Novaxia, mais je suis épargnant. Est-ce que je peux savoir précisément si j'ai un peu tous ces impacts? Comment je fais pour le savoir? Déjà, nous, on est obligé, dans le cadre du label ISR, de faire des reportings. Ouais. Donc, on a des reportings qu'on communique trimestriellement dans le bulletin trimestriel, on donne des informations et on fait un rapport annuel vers juin chaque année avec tous ces exemples qu'on peut réaliser au cours de l'année. Donc, on n'est pas dans le bullshit ISR comme tant de journalistes aiment le dire. On est vraiment finalement dans des actions de bon sens, en fait. Quelque part, c'est du bon sens. C'est que du bon sens et de toute manière, dans le cadre de la loi, on est dans le cadre du décret tertiaire, on est dans le cadre des accords de Paris de 2015. Vous avez suivi la COP 15 quand c'était à Paris. On est dans cette trajectoire-là de toute manière. Donc, il faut y aller. Et si tu mets la suite, si on peut prendre un peu de hauteur, parce que là, je voulais commencer par l'exemple, mais pour rentrer un peu dans le dur du sujet, en fait, on est tous dans l'obligation d'avoir cette stratégie que vous voyez dans le graphique. C'est de ce qu'on appelle avoir une trajectoire de décarbonation, en tout cas de nos actifs et de notre portefeuille, et c'est d'emmener tous nos actifs dans la courbe verte que vous voyez. C'est-à-dire que nous, on peut acheter, donc Arnaud peut acheter un immeuble qui serait au-dessus de la courbe verte, et tout le travail de bon sens, ça va être de faire en sorte, d'ici 2030, d'emmener notre bâtiment, donc son impact qu'on appelle environnemental, son intensité carbone, dans cette courbe verte. On peut y arriver par 3 manières qu'on vous présente. 1, optimiser les consommations énergétiques. Donc là, il n'y a pas besoin de CAPEX. Vous l'avez vu, c'est juste du bon sens. Ça demande du temps et du travail, mais c'est du bon sens. On les pilote pour s'assurer qu'on maintient, que dans 2 semaines, je ne vais pas revenir à Boulogne-Billancourt pour refaire changer le chauffage. Et après, on va décarboner la source énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, généralement, on peut acheter des bâtiments qui chauffent au gaz ou qui se chauffent au fioul. On passe en pompe à chaleur. C'est une énergie plus efficace et surtout une énergie nucléaire en France qui est décarbonée et donc qui nous permet de faire ces gains. Et vous voyez, on a fait un petit exemple après, dans un cas tout à fait concret sur un actif de Néo où on sentait qu'on se rapprochait de cette fameuse trajectoire carbone en 2024, où là, on va dépasser le seuil qui est réglementaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire pour passer en dessous? De manière très pragmatique, on va changer la chaudière gaz pour passer en pompe à chaleur. Et comme ça, cet actif sera, pendant les 20 prochaines années, cohérent avec les secteurs. Parce que quelque part, là, ce qu'on voit, performance carbone de l'actif, donc finalement, on est déjà très en dessous dès 2024. C'est un exemple, c'est un exemple, mais c'est peut-être sans doute pas la réalité de tous les actifs, mais je veux dire, en tout cas, ça donne une direction. Juste une question, parce que là, on parle beaucoup des actifs, mais il y a vraiment ce comportement humain. Quand vous arrivez avec les locataires, qui sont des équipes qui sont engagées, qui peuvent être très engagées, est-ce qu'elles ont une satisfaction de se dire concrètement, en fait, on arrive à, alors que ce soit les équipes en interne chez Novaxia Investissement, mais que ce soit aussi les locataires, elles sont pour eux, c'est important. Il y a une partie en tout cas qui le sont, surtout ceux des grosses entreprises, comme je vous l'ai dit, on livrait une GTB pour ceux qui gestion technique de bâtiment, donc c'est un ordinateur du bâtiment. C'est ça. En fait, c'est ce qui permet de s'assurer que ce qu'on découvre avec EquiSpot tienne dans le temps. Donc, mieux piloter et mieux optimiser la consommation d'un bâtiment et tous ces équipements de chaud, de froid, de ventilation. Donc, on livrait une GTB sur un actif de Néo il y a moins d'un mois. Et comme ils ont vu tout le travail qu'on fait sur leur immeuble, justement pour les aider et les accompagner, eux ont cet enjeu annuel de communiquer à leur corporate, ce qu'on appelle leur entité. Les éléments de. Voilà. Évidemment, il y a vos consommations à vous de ce qui vous remonte et puis il y a leur consommation à eux de ce qui remonte. Et ils sont très contents de pouvoir montrer qu'ils ont un plan, qu'avec Novaxia Néo, avec Novaxia Investissement, ils montrent à leur direction qu'ils vont dans le bon sens. Ouais. Et ça les soulage parce qu'ils peuvent se projeter dans le bâtiment à plus longtemps. Et c'est toujours la même logique, c'est fidéliser le locataire pour améliorer la WALB, donc améliorer potentiellement la performance du bâtiment. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire, en gros, là, je sais pas, je m'imagine à ta place, le lundi matin, quand tu arrives, tu regardes toutes les consommations de tes bâtiments pour voir un peu ce qui se passe et un peu voir les incohérences de consommation. Ça peut m'arriver, je le fais aussi sur l'eau. Sur l'eau aussi? Oui, parce qu'on met des alertes. Souvent, on peut y avoir des fuites, tout bêtement. Ouais. Donc, il y a des systèmes d'alerte. Donc, oui, ça peut m'arriver de le faire aussi sur l'eau et de surtout faire confiance à EquiSpot qui me remonte de manière hebdomadaire toutes les actions qu'ils ont mises en place. Ok, donc on voit qu'il y a une sacré engagement. Il faut qu'on avance. Je suis désolé, Victor. Durabilité, donc au cœur de la stratégie de Novaxia Néo. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? En 3 points, c'est les 3 points des bénéfices potentialisés, donc les 3 points de fin.
c'est résilience du portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire s'adapter au changement climatique, donc les nouvelles réglementations, ce qu'on appelle la transition, et les risques physiques. Vous l'avez vu à Valence, savoir acheter bien aux bons endroits pour s'assurer que mon actif, quand Arnaud veut le revendre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il est toujours la même valeur, ou même il est peut-être gagnant en valeur. Deuxièmement, fidéliser les locataires. Ça, c'est tout notre travail, justement, de montrer qu'on est aussi là pour les aider. Enfin, on a un alignement d'intérêt avec eux sur le sujet du carbone. Et donc, le dernier point, c'est la préservation de la valeur. On essaye de faire que l'extra-financier soit au service du financier et vice-versa. Sur la préservation de la valeur, on peut le dire quand même, parce que, bon, mine de rien, la SCPI, elle a été créée avant la crise immobilière qu'on a connue, qui a été extrêmement violente. En fait, le prix de la part Novaxianeo, il est resté stable et il a été dans le bon tunnel de la valeur de reconstitution. Donc, c'est quand même un bel élément. On va parler peut-être du coup de la partie des jouissances. Paul-Émile, on revient. Alors, on n'aura pas trop parlé de la partie gestion de patrimoine, mais on peut peut-être dire 2-3 mots. La SCPI Novaxianeo, elle est accessible comment, quelle façon, et un peu pour quels objectifs de patrimoine, parce qu'on a beaucoup parlé de la partie immobilier, mais on reste quand même sur de l'épargne immobilière. Comment on peut investir dans Novaxianeo? Alors, il y a plusieurs façons d'investir dans Novaxianeo. Déjà, le premier point qui est important, c'est qu'elle est accessible à partir d'une part, donc de 187 €. Donc, elle est parmi les SCPI les plus accessibles du marché. Et donc, vous pouvez souscrire à la fois en pleine propriété pour des revenus complémentaires immédiats, mais également en nue propriété, en faisant du démembrement temporaire. Là, les équipes de meilleurs SCPI sauront vous guider dans ce cas-là. Très bien pour préparer la retraite, également sous forme de versement programmé. Donc, je souscris une part, 3 parts et j'achète de manière régulière, mensuelle, voilà, régulière, trimestrielle. Ça, je le définis avec mon conseiller. Et on peut même faire du versement programmé sur de la nue propriété. Donc, on allie le meilleur des deux mondes. Donc, ça, c'est une option intéressante dans un objectif, par exemple, de préparer la retraite. Ouais, alors moi j'aime bien toujours dire que l'outil de défiscalisation le plus puissant en France, c'est le démembrement. Il faut arrêter de croire que c'est de l'investissement dans des fonds qui peuvent par moment être un peu ou surpayer finalement la fiscalité. Le démembrement, c'est un outil de gestion de patrimoine qui est vraiment extrêmement puissant. On a un des jouissances qui est raccourci. Alors, chaque année, vous nous faites un peu pendant quelques semaines, on peut avancer et souscrire plus rapidement parce qu'en fait, vous avez pas mal d'opportunités à saisir, c'est ça? On a des opportunités à saisir. Je pense que vous l'avez compris avec ce qu'expliquait Arnaud. Donc, on a réitéré l'opération de l'année dernière. On réduit notre délai de jouissance, on supprime même totalement. Initialement, le délai de jouissance est fixé au premier jour du 4e mois. Donc, il faut attendre 3 mois pleins avant que le pas rentre jouissance et permette de toucher des potentiels dividendes. Là, on a décidé de le supprimer. Donc, le premier jour du mois suivant la souscription, les parts rentrent en jouissance, donc, qui permet de toucher de potentiels dividendes plus rapidement que d'habitude. Donc, profitez-en et c'est jusqu'au 31 décembre 2024. Peut-être un chiffre sur le pipeline diversifié. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Effectivement, globalement, depuis le début de l'année, on monitore à peu près 3,6 milliards en termes de volume de dossiers reçus. Sur ces 3,6 milliards, aujourd'hui, il y a 400 millions d'euros qu'on a identifiés que nous, on appelle en pipeline chaud. Et sur ces 400 millions d'euros, on a 18 millions d'euros aujourd'hui sous LOI. Donc, lettre d'offre en cours. Donc, ça veut dire qu'en gros, de 3 milliards, tu passes à 18 millions. Donc, ça veut dire de lettres d'offres envoyées qui sont en cours de négociation. Et sur ces 10 millions, il y a un dossier en exclusivité aujourd'hui qui est de 3 millions d'euros. Ouais, donc vous êtes hyper sélectif sur tous les dossiers qui vous arrivent. En fait. Et effectivement, il y a localisation, il y a la classe d'actifs, il y a la performance, la durée d'engagement des locataires. On veut des taux de vacances qui soient très faibles. C'est-à-dire qu'en dessous de. S'il y a une vacance en dessous de au-dessus de 10%, globalement, on ne regarde pas. Donc oui, la fenêtre de tir est très fermée. Et aussi, par rapport à d'autres concurrents, on investit dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants. Et quand on regarde bien dans Focus, très peu investissent dans ces agglomérations-là. Et plus on s'éloigne finalement d'agglomérations importantes d'un point de vue économique. Les taux sont élevés, mais moins la résilience est là pour nos investisseurs en termes de liquidité sur les actifs.
Ouais, puis plus on utilise sa voiture et plus finalement les locataires. Là, Victor me dit non, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Paul-Émile, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire là, un peu là sur cette SCPI? Je pense que tout ce qu'on a dit pendant ces à peu près 1 heure ensemble, c'est que la SCPI, ça reste vraiment un produit d'épargne tangible. Et peut-être le plus transparent du marché. Ça, je pense qu'on ne le répète jamais assez. On sait exactement, si on ouvre le rapport annuel ou alors le rapport extra-financier, hein, qu'on publie aussi chaque année, on sait exactement quels sont les actifs qu'on a dans la SCPI, les adresses, et qu'est-ce que l'on fait concrètement avec des chiffres à l'appui sur le patrimoine. Et ça, je trouve ça extraordinaire pour un épargnant de savoir dans quoi j'investis parfaitement et à quoi contribue aussi son épargne. Donc, je pense vraiment que ça peut pousser aujourd'hui les épargnants à aller encore plus se diriger sur la pierre papier. Oui, puis rappelons-le que le momentum est pertinent. Évidemment. Et il y a effectivement toute cette transparence sur ce produit, sur les véhicules, sur l'information. C'est vrai que moi, je te rejoins parfaitement sur le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le monde de l'épargne, on ne sait pas à quoi sert son livret A. Soi-disant financer du logement social, mais également de l'armement. On ne sait pas à quoi sert son fonds euro. On ne sait pas dans quoi le fonds euro est investi. Voilà, il y a plein de choses. Alors qu'avec la SCPI, il y a cette épargne circulaire. Moi, j'aime bien dire qu'il y a cette épargne circulaire. Le fait que l'investissement, il est concret, que quand on investit dans Novaxia Neo, il y a des équipes au sein de Novaxia Investissement qui bossent. Il y a des équipes au sein d'IQSpot, il y a des équipes au niveau des prestataires techniques, etc. Il y a 10% du PIB français, rappelons-le, qui est connecté à la filière immobilière. Et c'est peut-être un peu le mot de la fin de dire à nos politiques qu'ils y pensent pour que la fiscalité immobilière soit plus douce. Alors, on a de la chance parce que Novaxia Neo est quand même pas mal investi à l'étranger, donc c'est plutôt agréable. Voilà, mais bon, ce sera peut-être notre prochain débat. Prochain débat, oui. Voilà. Et merci beaucoup à tous les trois. Un grand merci à vous. Plein de belles acquisitions d'ici la fin de l'année. Il y en aura une à Lille. Ah, super, parfait. Victor, plein de réduction de consommation énergétique. Il y aura plus qu'une amie. Voilà, des locataires. Et puis plein de souscriptions à toi, Paul-Émile. Merci beaucoup à tous. Merci voilà, toute l'équipe de meilleurcp.com pour votre présence. Vous pourrez bien évidemment retrouver le replay. Et on espère vous revoir très prochainement. Si vous avez quelques questions que ce soit sur la SCPI Novaxia Neo, bien évidemment, ce sera un plaisir d'y répondre. Vous avez compris qu'elle offrait une grande souplesse à la fois d'investissement et une répartition à la fois géographique, typologique de locataires avec un engagement très fort. Vous savez qui est derrière finalement cet engagement de l'ESG. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup pour votre présence.